J'entendais ma voix qui hurlait à l'homme de m'apporter de l'eau chaude, les gémissements de la femme, mes conseils plutôt, mes ordres à l'accoucher d'une voix tonitruante, parce que, étant moi-même, morte d'inquiétude et de frayeur par cet accouchement dans des ténèbres absolues. Puis éclataient les premiers cris d'un nouveau-né, et quelques minutes plus tard, des sanglots de bonheur d'un père. Comme dans un film de fiction, juste à ce moment, on entendait vaguement un roulement, l'éclatement des bombes des avions B-52. Sans me prévenir, John a enregistré toute cette scène d'accouchement. L'émotion a gagné toute l'équipe. Je ne pouvais pas retenir des larmes de bonheur. 2 jours après, un homme au teint basané d'une quarantaine d'années nous attendait à la montée du tunnel, un paquet de manioc à la main. Je vous remercie infiniment et vous demande à donner à ma famille encore une faveur. Nous souhaitons que la dame qui a aidé ma femme à accoucher choisira un nom pour mon jeune garçon. Naturellement, je suis toute fière de cette confiance, mais comme le soleil se levait déjà assez haut, pour éviter les avalanches de bombes qui tomberont bientôt, l'équipe devait partir immédiatement. J'avais un réflexe rapide. Si vous êtes d'accord, ce bébé portera mon nom, Nguyen Son Phuong. Vinh Linh, 2007. 40 ans après, à l'occasion du 40e anniversaire du film 17e parallèle Guerre du peuple, la télévision de Ho Chi Minh Ville a décidé de faire un film intitulé Vinh Linh, 40 ans après. Mon fils est le directeur de ce film, dont je suis la consultante. Sur les principaux personnages du film en 1967, nous avons rencontré un certain nombre d'habitants qui ont pu sortir de cet enfer. Et j'ai pensé à l'enfant né dans l'obscurité profonde du tunnel et qui a porté mon nom. Durant une semaine entière, la presse de Vinh Linh, la télévision de la province, a donné des avis de recherche, mais c'était en vain. Aucune trace de mon filleul de Vinh Linh. Pourquoi changement de profession? En août 1967, à la soirée d'adieu, avant le départ de Yoris et de Marceline pour Paris, Yoris a posé sa main sur mon épaule. Fourme, après ces 2 mois de travail face en face à tout danger de mort, je suis convaincu que tu conviens parfaitement à être cinéaste correspondant de guerre. Ton pays a grandement besoin de montrer des cris de ces barbares destructions. En plus, ce métier nous permet d'avoir des occasions pour assister à des moments uniques comme la naissance d'un bébé dans un tunnel avec ses premiers cris, ses sanglots de bonheur du père, les preuves indiscutables du triomphe de la vie sur la mort. En décembre 1967, j'ai continué à travailler au comité des relations culturelles, mais dans Hanoï relativement en paix, je ne pouvais pas oublier les souvenirs de ces 2 mois sous les bombes du 6e parallèle avec cette héroïque population de Vinh Linh. Les conseils de mon maître Joris Evans me revenaient sans cesse dans l'esprit. Je me tourmentais avec cette idée. On ne peut avoir qu'une seule vie. Tâchons de vivre comme notre conscience nous conseille. J'ai longuement discuté avec mon mari et mes 3 fils et heureusement, j'ai reçu leur compréhension et consentement. Après des mois d'hésitation, j'ai décidé à quitter ma confortable clinique à Hanoï pour m'engager dans une vie remplie de dangers, mais que j'aime comme correspondante de guerre. La première nuit, où en compagnie de mes 2 caméramens, nous étions de nouveau sur un commun car se dirigeant vers Phu, un lieu très bombardé situé à 75 km de Hanoï, sous les menaçantes couleurs grise-verte des fusées éclairantes américaines, j'avais 37 ans. Voilà ma première histoire. En juillet 1989, c'était ma première visite en France. Avant ma retraite à Hanoï, je vous ai dit que j'étais médecin
et interprète au comité des relations culturelles avec l'étranger. Ce double travail m'a permis d'accompagner des écrivains, des cinéastes, des journalistes, des historiens, des correspondants de guerre français dans des places ou des régions complètement détruites par les bombardements américains. Nous nous sommes rapidement amis par ce partage de ces moments dangereux. Arrive seul à Paris, j'étais entouré de leurs soins plus que généreux pour mon logement, mes moyens de transport, mes visites aux alentours de Paris, etc. Mon séjour était vraiment très agréable. Mais de jour en jour, sachant que j'étais venu d'un pays après-guerre, j'ai dû écouter les complaintes pourtant sympathiques autour de moi. Au Vietnam, que de ravages, comment se relever, combien d'orphelins, combien de familles détruites, etc., etc. À la fin, ne pouvant plus supporter ce partage de sentiments de pitié, je me forçais à penser, pourquoi ne pas connaître un autre aspect au Vietnam, aux amis, notre civilisation culturelle. Si je pouvais, par exemple, ouvrir une galerie d'art pour faire connaître la peinture vietnamienne en France et dans d'autres pays, et profiter de ce séjour pour une exposition test des peintures vietnamiennes à Paris. Ce projet, hautement soutenu par ma famille, par l'enthousiaste participation de mes amis peintres au Vietnam, m'avait beaucoup encouragé. Et surtout, grâce à l'aide et le soutien inestimable de M. Michel Cadagues, sénateur et maire du 1er arrondissement, 72 peintures apportées par mon fils 3 semaines avant du Vietnam ont pu être exposées devant plus de 300 personnes. Après 8 jours d'exposition, j'ai pu vendre 37 peintures vietnamiennes, un résultat presque inespéré. Une fois de plus, j'ai pu constater qu'il fallait courageusement oser faire un premier pas pour pouvoir continuer les autres marches dans la vie. Dès mon retour à Saigon, ma famille et moi, nous avons décidé d'ouvrir une galerie d'art privée ayant pour but de faire la promotion des artistes peintres connus, un jeune peintre encore inconnu ou méconnu. J'ai choisi le nom Galerie Lotus en pensant aux feuilles de lotus qui bravaient et traversaient les pluies sans être ni trempées ni abattues. Je partais à Hanoï à la recherche des peintures et visitais le building à 4 étages de la rue Ngo Quyền, lieu réservé aux expositions de peinture de tout le Vietnam. Premier étage, les tableaux colorés, les jeunes filles bien gracieuses sur des bicyclettes, les vagues ondoyantes du lac Mantiem, sous les bagnons séculaires, etc., c'est-à-dire, après moi, les scènes du déjà-vu. Deuxième étage, presque les mêmes impressions. Troisième étage, encore moins attrayant pour moi. Je m'apprêtais à descendre, bien déçu, quand une petite banderole couleur crème, fixée au mur du 4e étage, accrochait mon regard. Exposition des peintures de Trung Đình House, un nom inconnu pour moi, qui pourtant avait une large connaissance de ce milieu artistique. Plutôt par curiosité, je m'efforçais à monter ce dernier étage. Des peintures en papier de petit format, des puissants coups de pinceau, des couleurs constatées, s'entremêlaient dans une parfaite harmonie, deux immenses yeux qui me fixaient dans un angoissant regard. Mon Dieu, c'est du symbolisme jamais vu à Saigon. Tremblant d'émotion, je m'approchais à la table installée au milieu de la salle où un homme sommeillait. Je veux rencontrer M. Rao, tout en pensant qu'il était le gardien de la salle. Un visage émacié, des cheveux argentés, deux yeux encore rougis par le sommeil. Rao, c'est moi. Après cette première rencontre, notre collaboration a duré 31 ans. J'ai invité Rao à participer à mes expositions de peinture vietnamienne en Asie, en Europe, aux États-Unis, en Australie. Avec mes jeunes peintres, Rao a visité des musées d'art, a participé à des rencontres et des colloques avec des peintres des autres pays ou a chanté avec quelques peintres français au cours de soirées à Montmartre. Puis, un jour,
assis dans un café au bord de la Seine, après 3 ans de collaboration, Hao m'a raconté sa vie. Diplômé brillamment de l'Institut des Beaux-Arts de Hanoï en 1987, le directeur de l'Institut a voulu garder Hao comme enseignant à l'Institut, mais seulement avec cette condition. Hao doit se limiter à peindre normalement tout en respectant le réalisme socialiste. L'Institut ne souhaite pas recevoir un enseignant qui inculque aux jeunes étudiants les beautés anormales du symbolisme, de l'art abstrait, etc. Si vous respectez notre condition, nous sommes prêts à vous accueillir. Après une semaine, la réponse de Hao. Je regrette énormément, mais je ne peux pas briser mon pinceau. C'était des idiots. Juger ce temps-là comme désobéissance et insolence apportait un lourd effet néfaste pour Hao et pour sa famille. Immédiatement, 10 jours après, Hao a reçu l'ordre de mutation dans une région montagneuse éloignée du Nord-Vietnam. Son travail, prendre soin des couleurs de costumes d'un groupe de théâtre traditionnel du village, c'est-à-dire rien. Avec le maigre salaire qui n'était pas suffisant pour acheter seulement du riz pour 15 jours, Hao, sa femme et leurs 3 enfants en bas âge devraient se livrer aux durs pénibles travaux d'une terre aride. Mais Hao continue à peindre, malgré tout. Faute d'argent pour acheter du papier et des couleurs, il allait dans les marchés, ramassait des journées déjà lues, des papiers d'emballage, du papier de riz au prix très modique, et atelier de la chaux à badigeonner les murs de différentes couleurs et préparer avec ses moyens de fortune pour peindre. Ses œuvres reflétant l'amertume, la douleur, la colère, l'espoir, ont fait hurler de peur les enfants du village avec les corps renversés, les yeux derrière le dos, des âmes errantes difformes dans une nuit sombre. Trop occupés par le gagne-pain de chaque jour, la nuit, sous la lumière blafarde d'une lampe à pétrole, cet artiste vivait avec ses tableaux. Sa femme m'a confié, s'il ne peut plus peindre, il meurt. Heureusement, en 1991, le jugement sur l'art devenait plus indulgent. La peinture abstraite est tolérée. 13 ans après sa graduation, Hao pouvait enfin organiser sa première exposition de peinture à Hanoï. C'était juste au moment où nous sommes rencontrés. Ses œuvres, pas encore bien comprises et appréciées à Hanoï ce temps-là, ont rapidement reçu un accueil plus qu'enthousiaste en Asie, en Europe, en Australie, aux États-Unis. De 2001 jusqu'à 2022, j'ai la grande joie de pouvoir vendre plus de 2000 peintures de Hao dans le monde, ce qui permet à Hao d'acheter une maison et 3 autres plus modestes pour ses 3 fils et filles également peintres. En automne 2022, Hao a quitté ce monde âgé de 85 ans. 15 jours avant son agonie, jour et nuit, il fixait son regard sur ce domaine desséché, inerte, les mains qui l'ont aidé à vivre vaillamment, courageusement. J'ai gardé ma collection personnelle sans peinture de Hao. Si un jour vous viendrez à Saigon, je vous inviterai avec grand plaisir à regarder ensemble ces peintures peintes dans la souffrance, dans le malheur, mais aussi dans ce grand bonheur d'un homme courageux, talentueux, qui a pu garder l'honneur de ne pas jamais briser ses pinceaux, ni de perdre sa liberté intellectuelle. Merci beaucoup de votre attention. Merci infiniment, grande sœur. Merci beaucoup. Nous allons écouter sans plus tarder. J'espère, grande sœur Tsoufo, que tu resteras avec nous parce qu'il y aura une séance de questions-réponses à la fin de cette matinée. Bien sûr, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci infiniment.
C'est très beau. Et comme toujours. Donc nous allons écouter la deuxième conférencière, Madame Trần Tố Nga, une autre combattante, et qui va nous raconter sur ses combats après la fin des guerres. Grande sœur, à toi la parole. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais tout d'abord remercier tous les organisateurs et remercier aussi FORUM qui m'a souvent appelé pour me demander de participer à cette conférence. Maintenant, je me présente. Je suis vietnamienne de sang et de cœur, bien que quand on parle de moi, on dit toujours que je suis française d'origine vietnamienne. J'ai déjà dès l'âge de 8 ans, j'étais déjà devenue une agente de liaison de la guerre coloniale. Et puis depuis, je suis toujours agente de liaison. Et depuis, j'ai participé déjà aux guerres, je peux dire aux guerres et de la guerre coloniale jusqu'à la guerre du Vietnam contre les Américains. Et c'est toujours pour l'indépendance de mon pays, pour le bonheur de notre peuple, et puis maintenant pour le bonheur de tout le monde. Là. Alors, j'ai vu quand même que ma vie est un peu en parallèle avec l'histoire de mon pays, une partie de l'histoire de mon pays, parce que après 1955, j'ai été envoyée dans le Nord, j'ai fait mes études dans le Nord, j'ai fait la piste de Ho Chi Minh, j'ai parcouru à pied plus de 1000 km pour rejoindre le maquis du Front National de la Libération. Après, j'étais devenue journaliste de guerre et on m'a envoyée à Saigon en tant qu'agente de liaison encore. Là. Et là, j'étais capturée, j'étais en prison, torturée. J'ai mis au monde une petite fille et nous deux, on était libérés le 30 avril 1975, c'est-à-dire que le mot libération, pour nous, c'est un vrai mot, une vraie libération. Et après 1975, j'étais devenue